Afin d'illustrer cette notion d'inertie, je vous invite à retrouver la chaîne YouTube Veritasium qui propose une vidéo qui s'appelle Anti-Gravity Wheel. Le présentateur dans cette vidéo met en évidence l'effet de précession gyroscopique en utilisant le système qui est constitué d'un volant d'inertie de 20 kg monté en liaison pivot par rapport à cet axe ici qui fait près d'un mètre de long. Les effets d'inertie résultants vont lui permettre de supporter cette charge et on va voir apparaître cet effet de précession qui va entraîner le volant d'inertie en rotation autour d'un axe orthogonal à l'axe de rotation du disque. Cet effet de précession gyroscopique est décrit dans une seconde vidéo proposée par la même chaîne. C'est une expérience que vous pouvez transposer d'ailleurs chez vous en utilisant une roue de vélo que vous faites tourner à grande vitesse et essayer de voir comment réagit l'axe de la roue quand vous essayez d'exercer des efforts sur celui-ci. Vous verrez que l'inertie réagit et s'oppose à votre mouvement. Ces phénomènes d'inertie, on les rencontre dans de nombreuses applications courantes. La plus commune, c'est celle qui concerne les véhicules à deux roues, et c'est ce qui permet à de tels véhicules de tenir en équilibre, et pour ces motos ici, de remonter dans le plan vertical en sortie de courbe. Ce que l'on observe finalement, c'est que la notion d'inertie quantifie la résistance d'un solide à tourner autour d'un axe. Ce moment d'inertie, évidemment, est dépendant de la distribution de la masse autour de cet axe de révolution, et il se calcule en utilisant la définition suivante. Si l'on considère une masse ponctuelle petit m localisée au point P, si l'on définit la distance d de P à delta, donc c'est la distance de ce point P à la droite delta qui passe par le point A, eh bien on calcule le moment d'inertie de cette masse ponctuelle par rapport à cette droite comme étant le produit de la masse par le carré de la distance. On déduit par conséquent que le moment d'inertie est toujours positif et que son unité est le kilogramme mètre carré. Dans cette application 14, pour des masses grand M attachées à des fils de longueur grand L, pour calculer le moment d'inertie de ces masses ponctuelles autour de l'axe OZ, eh bien il suffit, en appliquant la formule, de remplacer chacun des paramètres par les grandeurs de l'application. Dans le cas général, pour une masse ponctuelle petit m localisée au point P de coordonnées cartésiennes x, y, z, on peut déduire le moment d'inertie autour de l'axe OX en faisant intervenir la distance la plus courte à cet axe petit u. Par l'intermédiaire de Pythagore dans le triangle rectangle rose, je peux déduire petit u en fonction du y et petit z, et par conséquent, on déduit la formule générique pour ce moment d'inertie autour de l'axe x, qui va correspondre à petit m que multiplie y au carré plus z au carré. Notez au passage que le moment d'inertie autour de x fait intervenir les coordonnées y et z du point P. Par la même approche, on détermine le moment d'inertie autour de l'axe OY en faisant intervenir la distance la plus courte à cet axe petit v, qui, dans ce triangle rectangle jaune, fait intervenir les coordonnées x et z. Par conséquent, le moment d'inertie autour de l'axe OY va être égal à m fois x2 plus z2. Encore une fois, notez que ce moment d'inertie autour de y fait intervenir les deux autres coordonnées élevées au carré. D'une façon identique, autour de l'axe OZ, le moment d'inertie se déduit en faisant intervenir la distance W. Elle se détermine en utilisant les coordonnées x et y. Par conséquent, le moment d'inertie autour de Z va se noter et se calculer de la façon suivante. Voyons quelques applications courantes dans lesquelles on va chercher à minimiser l'inertie. C'est le cas notamment lorsqu'on cherche à augmenter la réactivité d'un système. Premier exemple, la roue de voiture, pour laquelle on va privilégier des alliages légers, des alliages d'aluminium forgé, pour en réduire l'inertie. Et dans d'autres domaines de compétition, on va privilégier des matériaux composites qui vont apporter de la légèreté sans perdre en rigidité.
Il existe évidemment la problématique inverse, dans laquelle on va chercher à augmenter cette inertie, notamment pour stocker de l'énergie et atténuer les à-coups dans le système. Dans cet exemple présenté, on retrouve une presse utilisée pour réaliser des big ballers. On va retrouver à l'intérieur d'un système comme celui-ci, dans la chaîne de transmission de puissance, via cette prise de force qui amène la puissance du moteur à la presse, ce volant d'inertie qui est mis en œuvre et qui va réduire les à-coups et éviter que, au moment de la presse de la botte, on renvoie les à-coups vers la transmission moteur. Application typique de stockage d'énergie, le volant d'inertie utilisé en compétition. Vous avez sur la chaîne Stornetic une vidéo dans laquelle est explicitée cette technologie. C'est une vidéo extraite notamment de cette émission Xenius de Arte Découverte. Nürburgring, ici comme ailleurs, ce véhicule hybride a plusieurs victoires à son actif. Son secret, sur l'essieu avant, des moteurs électriques sont alimentés par un volant d'inertie. À chaque fois que le véhicule freine, cela fait tourner le volant d'inertie jusqu'à 40 000 tours par minute, soit 200 chevaux supplémentaires pour le bolide. En appuyant sur un bouton, le pilote peut libérer cette énergie et booster les performances du véhicule pendant quelques secondes. L'énergie récupérée lors du freinage est stockée dans le volant d'inertie. Cette problématique des volants d'inertie existe depuis longtemps. Il existait en 1950 le gyrobus dans lequel était mis en œuvre un volant d'inertie de plusieurs tonnes et qui était utilisé pour déplacer le bus d'une station à l'autre. Je vous laisse consulter la vidéo que voici. En ce temps-là, des véhicules appelés gyrobus roulaient en Suisse et en Autriche. Leur force motrice ? Un volant d'inertie d'1 tonne. Une fois les bus lancés, l'énergie du volant d'inertie leur assurait plusieurs kilomètres d'autonomie. À chaque arrêt, des perches électriques permettaient de recharger le volant d'inertie et de le faire tourner. Pour accéder à ces caractéristiques d'inertie, on a besoin de s'outiller et d'aller chercher quelques définitions supplémentaires. Lors du cours précédent, nous avions vu comment évaluer la position d'un centre de masse G pour un ensemble de masses ponctuelles. Ça avait été l'occasion de vous montrer la différence entre ce qu'on appelle une approche discrète faisant intervenir le symbole de sommation sur l'ensemble des masses ponctuelles qui interviennent dans notre système, et cette approche pour un domaine continu faisant intervenir le calcul intégral et des masses élémentaires dm. Ces approches, on va les employer pour ce calcul du moment d'inertie, sachant que pour une masse ponctuelle petit m, le moment d'inertie se calcule en faisant intervenir donc le produit de la masse par la distance élevée au carré. Pour un ensemble de masses ponctuelles émises, on va faire intervenir la sommation sur l'ensemble de ces masses ponctuelles. Et pour un domaine continu, eh bien, on va réaliser le calcul intégral sur l'ensemble de ce domaine en faisant intervenir la masse élémentaire dm. Ainsi, par approche discrète, pour un ensemble de n masses ponctuelles, il suffit d'ajouter les moments d'inertie de chacune des masses pour obtenir le moment d'inertie de l'ensemble des masses. Donc on retrouve ce symbole sigma dans nos expressions. Et comme le montre l'exemple suivant, faisant intervenir la masse M1 en P1 puis la masse M2 en P2, eh bien on déduit le moment d'inertie de l'ensemble des masses P1 et P2 en faisant intervenir le moment d'inertie de la masse M1 autour du même axe et le moment d'inertie autour du même axe de la masse M2. Dans le cas d'une approche continue, eh bien, le symbole de sommation est remplacé par le symbole intégral, la masse ponctuelle émise est remplacée par la masse élémentaire dm, et voici les éléments qu'il va nous falloir calculer en menant nos calculs intégrales sur le domaine continu qui décrit le système étudié, qui se déclinera sous la forme
d'intégrale ou bien simple, double, voire triple, lorsqu'on étudiera des volumes. Pour illustrer cette approche continue, je vous invite à traiter cette application 15, dans laquelle on va observer les moments d'inertie pour une barre, de longueur grand L, de masse linéique lambda. On imagine cette masse répartie de façon homogène sur toute la longueur, et on formule comme hypothèse que la section est négligeable, donc ça signifie que cette barre n'a pas de dimension le long des axes X et Y. On va montrer en l'espèce que le moment d'inertie autour des axes transversaux passant par le point G est de l'ordre de mL2 sur 12, tandis que le moment d'inertie autour de l'axe de révolution GZ est nul. On a une résistance à la rotation très élevée autour des axes transversaux et un moment d'inertie très faible autour de l'axe de révolution. C'est quelque chose qu'on ressent notamment si on manipule un manche à balai ou n'importe quelle barre physiquement. Alors voilà comment s'y prendre pour retrouver ces résultats. Première chose, repartir de la définition sur un domaine continu des moments d'inertie autour des axes OX, OY, OZ. Là-dedans, on retrouve la notion de masse élémentaire dm, qu'on va aller puiser dans le tableau que voici, qu'on avait employé pour évaluer précédemment les masses. Cette barre est un système unidimensionnel. Par conséquent, pour exprimer la masse élémentaire dm, il suffit de multiplier la densité linéique lambda par un morceau de longueur le long de cet axe. En l'occurrence, cela correspondra à dz. Alors surtout, restez bien attentifs aux notations. On recherche le moment d'inertie autour de l'axe Gx. Il faut penser donc à adapter la définition. Et pour ce qui est de cet élément de longueur le long de mon système, eh bien j'utilise pour le caractériser une coordonnée z qui est comptée à partir du point G, qui me permet de positionner le point M à cette cote. Cette longueur est caractérisée par la variation infinitésimale des z, et la masse élémentaire, comme prévu, s'évalue en réalisant le produit de lambda fois dz. Cette expression reportée dans la définition nous amène à écrire cette deuxième ligne. J'observe que mes variations vont se produire sur le paramètre z. J'identifie dans mon expression le paramètre z. Et dans la mesure où il n'existe qu'une seule variation de paramètre, eh bien je sais que j'aurai affaire à un calcul intégral simple. Dès lors, il est nécessaire d'évaluer les bornes de ce calcul intégral. Si je considère le point G comme étant à l'origine du comptage de la cote petit z, eh bien cette dimension z va évoluer entre la borne moins L sur 2 jusqu'à plus L sur 2 pour décrire tout le domaine. On revient sur les hypothèses de ce problème. Puisque la section étant négligeable, eh bien le terme en y carré va disparaître de l'expression parce que y est toujours nul. Quant à lambda, on considère constant, on va pouvoir le sortir de ce calcul intégral dans la mesure où il est réparti de façon homogène le long de la barre. Le calcul de ce moment d'inertie autour de l'axe Gx se ramène à la recherche d'une primitive pour Z2 que vous savez être égale à Z3 sur 3, que l'on prend évidemment toujours sur les mêmes bornes. Et par conséquent, après application numérique, on met en évidence que ce résultat est égal à du lambda L³ sur 12. Les moments d'inertie sont toujours exprimés en fonction de la masse du solide. C'est pour cela qu'il y aura toujours une opération supplémentaire qui nous amènera à rappeler l'expression de la masse pour le système étudié. En l'occurrence, m est égal à lambda fois grand L. En identifiant ce terme lambda fois L dans le résultat obtenu, on peut réécrire ce moment d'inertie autour de l'axe Gx comme étant égal à mL2 sur 12, résultat qui était attendu. On procède évidemment de la même façon pour obtenir les moments d'inertie autour des deux autres axes, donc autour de l'axe GY et GZ.
Et si on avait à évaluer les moments d'inertie autour des axes OX par exemple, eh bien on aurait à calculer le même type d'intégrale, on repartirait de la même définition, de la même masse élémentaire. La différence se jouera sur l'expression des bornes, puisque le moment d'inertie étant calculé autour de l'axe OX, eh bien le comptage de la cote Z se passe à partir du point O, ce qui nous amène à une borne inférieure qui est égale à 0, jusqu'à grand L, évidemment, pour décrire tout le système. Je vous invite à vous entraîner, à rechercher justement ces moments d'inertie autour des axes J, GZ, et puis tous ceux autour des axes passant par O. Ce seront de bons exercices pour préparer les TD qui vont venir, pour lesquels on va étudier des systèmes plus complexes. Alors les applications typiques qu'on retrouvera en TD sont celles qui sont listées dans la suite. Notez que vous avez les résultats qui sont fournis, qui vous guideront dans votre démarche. Il nous reste 3 points à aborder avant de terminer cette séance. Ça concernera évidemment les propriétés sur ces éléments d'inertie. Mais avant cela, on va évoquer les notions de matrice d'inertie et de théorème de Huygens. Lorsqu'on cherchera à étudier via le PFD, le principe fondamental de la dynamique, ou bien le théorème de l'énergie cinétique, nos systèmes, on pourra obtenir les éléments d'inertie par l'intermédiaire de notre modeleur volumique. Si le système ou la pièce qui rentre en ligne de compte dans notre analyse est déjà modélisée, il est extrêmement facile d'accéder à ces éléments d'inertie en utilisant les outils ad hoc. Alors d'autres fois, nous n'aurons pas accès au modèle du système, notamment si on est en phase préliminaire d'étude, on aura besoin d'obtenir des ordres de grandeur assez rapidement, et pour mener une analyse qualitative, eh bien on emploiera ou bien les définitions croisées précédemment, ou bien, encore plus simplement, les ABAC dans lesquels sont recensés des résultats pour les cas élémentaires classiques. Dans votre polycopier, vous allez retrouver ce type d'ABAC. Il synthétise les résultats que l'on obtient lorsqu'on évalue les éléments d'inertie, tantôt au centre de masse G, ou bien à un point particulier de ce solide, donc le point A qui en l'occurrence correspond à l'extrémité de la barre. Notez que ces systèmes étudiés sont orientés d'une façon toute particulière en fonction des référentiels employés. Donc ici, la barre est orientée suivant l'axe X. C'est pour cela qu'il est essentiel, lorsqu'on exprime une matrice d'inertie, de signifier dans quelle base cette matrice est calculée. Vous apprendrez, dans le cadre des TD, à exploiter ces ABAC, et notamment à retrouver donc les éléments manquants via le théorème de Huygens que je vais vous présenter maintenant. Ce qu'il faudra retenir avant d'attaquer Huygens, c'est que déjà les éléments d'inertie s'additionnent, c'est-à-dire que si on sait calculer les éléments d'inertie pour une masse ponctuelle petit m, on obtient les moments d'inertie pour un ensemble de masses ponctuelles mi en réalisant simplement une sommation. C'est intéressant comme propriété puisque c'est avec celle-ci qu'on va pouvoir reconstituer des structures. Par exemple, si j'étudie un système constitué de 2 sphères et une barre, et que je recherche le moment d'inertie autour de l'axe Gx, qui correspond à cet axe horizontal passant par G, eh bien il suffira tout simplement d'additionner les moments d'inertie de chacun des éléments autour du même axe. Pour ce qui est du théorème de Huygens, nous allons le trouver sous 2 formes différentes, l'une scalaire, l'autre vectorielle. Si vous connaissez le moment d'inertie autour de l'axe G delta, avec G étant le centre de masse de votre système, eh bien on peut accéder au moment d'inertie autour de l'axe A delta en utilisant l'expression suivante, qui fait intervenir le moment d'inertie connu autour de l'axe G delta, auquel on va rajouter le produit de la masse fois D2. La distance D en l'occurrence correspond à cette distance
la distance la plus courte entre ce point G de l'axe A delta. Dans cette application 24, on va voir comment on pourrait calculer ou exprimer le moment d'inertie autour de l'axe AZ qui vient vers vous. Alors, si on commence par les informations recensées dans les ABAC, on va voir très rapidement apparaître qu'il existe un certain moment d'inertie autour de l'axe GZ. Alors, comme la base est exprimée dans l'ordre x, y, z, eh bien le dernier élément qui est ici correspond au moment d'inertie autour de l'axe GZ. Cette distance correspond avec la longueur d'une diagonale d'un carré de côté grand R. Par conséquent, on va se retrouver à mener ce calcul et à obtenir notre moment d'inertie autour de l'axe Z qui va correspondre à 3 fois mR2. Concernant la matrice d'inertie, alors elle se note grand I, c'est un grand I majuscule qu'il faut lire ici. Elle s'exprime donc pour un solide S donné, pour un système grand S donné, en un point particulier, en l'occurrence il s'agit du point O, mais on pourra tout à fait employer d'autres points comme en particulier le point G, un centre de masse du solide. Donc il s'agit d'un outil mathématique qui permet de conditionner, de collecter toutes ces informations relatives aux inerties d'un solide. La spécificité de cette matrice d'inertie, c'est qu'elle est de dimension 3 par 3, 3 colonnes, 3 lignes. Elle a pour particularité d'être symétrique. Donc les éléments hors diagonale se retrouvent par symétrie par rapport à cette diagonale. Et on identifie dans cette matrice d'abord les termes sur la diagonale qui correspondent à des moments d'inertie et qui caractérisent la résistance à tourner autour des axes X, Y et Z que l'on peut déterminer d'après la base qui est exprimée au pied de la matrice. Hors diagonale, on trouvera donc les produits d'inertie qui respectivement correspondent à la résistance à tourner autour d'axes composites de X, Y et ou de Z, et ils traduisent des phénomènes de Balois. Alors ces éléments sont moins faciles à percevoir du point de vue du comportement, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas les négliger, parce qu'ils sont responsables de déviations lorsqu'on entraîne les pièces en mouvement. Ce sont des déviations qu'il faut évidemment prendre en compte pour les contrecarrer via les liaisons mécaniques qu'on va mettre en œuvre. Alors dans le cas général, pour calculer ces éléments d'inertie, on peut utiliser une approche continue, avec un point M qui serait défini via des coordonnées cartésiennes x, y, z. Donc, les moments d'inertie, je ne reviens pas dessus puisqu'on a croisé ces définitions. Les produits d'inertie se calculent d'une manière un peu particulière puisqu'on fait intervenir des produits de y par z. Donc c'est là qu'intervient cette notion de rotation autour d'axes composites. Et il est possible de synthétiser toutes ces notations sous une forme qu'on croisera plus fréquemment dans nos analyses ultérieurement. C'est qu'on notera A, B, C pour les moments d'inertie, et les produits d'inertie sont notés dans cet ordre-là en D, E, F, remontant vers la gauche. Alors dans le cas d'une masse ponctuelle située au point de coordonnées X, Y, Z, les notations sont complètement allégées, et puis la masse est sortie de la matrice d'inertie. Si on récapitule, pour évaluer les produits d'inertie, plusieurs stratégies sont possibles. Donc soit j'utilise les éléments de calcul pour une masse ponctuelle, ou bien j'utilise les relations associées au système continu, donc c'est mon approche continue, et puis je peux employer également une approche discrète, sachant que les éléments d'inertie s'additionnent. Alors la particularité de ces relations, contrairement au moment d'inertie, c'est qu'elles font apparaître que nos produits d'inertie peuvent être aussi bien positifs que négatifs, donc il ne sera pas étonnant de voir apparaître des signes moins dans les résultats de ces calculs. On termine sur les propriétés qui sont répertoriées dans votre polycopier. On retrouvera en particulier, pour les cas où les systèmes étudiés, notre solide, présentent un axe de révolution comme l'axe OZ, eh bien par défaut,
IOX et IOY seront nécessairement égaux et les produits d'inertie se retrouveront nuls. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer dans la bac associée au cylindre, dans la mesure où l'axe GZ est axe de symétrie, eh bien on met bien en évidence que les moments d'inertie autour de X et autour de Y, qui sont listés ici, sont bel et bien égaux, et les produits d'inertie nuls. Une autre propriété utile, c'est lorsqu'on observe un plan de symétrie, comme dans le cas ici présenté. Donc si on a le plan XY et un plan de symétrie, eh bien les deux produits d'inertie faisant intervenir la troisième coordonnée Z seront nuls. Tout simplement parce que les masses réparties en plus Z moins Z de part et d'autre de ce plan de symétrie vont se compenser. Troisième propriété utile et conséquence de la deuxième, c'est que dès que vous observerez deux plans de symétrie, eh bien fatalement tous les produits d'inertie seront nuls. Donc c'est le cas pour le parallélépipède rectangle qui ne présente aucun élément hors diagonale. Alors ce qu'il y a de pratique avec de telles propriétés lorsqu'on les maîtrise, c'est que dès qu'on tombe sur des applications qui nécessiteraient de faire du calcul, eh bien on peut résoudre très rapidement les éléments recherchés. Enfin, pour terminer sur les propriétés, vous avez croisé en mathématiques potentiellement des outils permettant de diagonaliser une matrice. Donc la matrice d'inertie ne coupe pas à cette possibilité. Il est tout à fait possible de réécrire cette matrice dans un référentiel spécifique dans lequel, en diagonalisant la matrice, on fera disparaître les produits d'inertie et on définira alors que le référentiel d'origine O faisant intervenir donc les axes XP, YP, ZP est un repère principal d'inertie et puis les éléments sur la diagonale correspondront aux moments principaux d'inertie. Le polycopier s'achève sur le théorème de Huygens généralisé qui consiste à transposer la formulation scalaire sous forme matricielle qui nous permet d'évaluer la matrice d'inertie en un point A particulier en fonction de celle que l'on connaît au point G, en faisant intervenir ce qu'on appelle la matrice des balourds, qui se note de la manière suivante. Cette matrice des effets de balourd considère les effets observés depuis le point A d'une masse ponctuelle M localisée au point G. Donc si on note le vecteur AG avec des coordonnées A, B, C dans le référentiel X, Y, Z, eh bien on la détermine simplement en utilisant cette matrice. C'est un outil dont on verra l'exploitation dans le cadre de TD, notamment avec cette application 28, dans laquelle on va pouvoir exprimer la matrice d'inertie au point A en partant de ce que l'on connaît au point G, simplement en passant par la matrice des balourds que l'on exprime en imaginant que le vecteur AG correspond aux coordonnées L sur 2, 0, 0, et donc en remplaçant chacun des termes dans la matrice, on va pouvoir faire évoluer notre matrice des effets de balourd et de la sorte calculer la matrice d'inertie au point A. La séance prochaine, nous aborderons la dernière partie de ce cours de cinétique. Je vous montrerai alors que pour atteindre nos objectifs de résolution de problèmes de mécanique courants, nous serons suffisamment équipés pour aller chercher évidemment les entités d'inertie, et il nous restera à voir comment on évalue les quantités de mouvement et les quantités d'accélération pour pouvoir appliquer notamment le principe fondamental de la dynamique.